C'est parti. Vous savez qu'on a une chance extraordinaire parce qu'on va tous pouvoir écouter un des phénomènes actuels de l'athlé mondial. On va l'accueillir dans quelques instants. Je pense que vous êtes tous impatients d'écouter, de l'entendre parler de ses performances récentes, futures, de ses façons de s'entraîner, de se préparer, de son mental. Vous allez voir que vous allez apprendre sans doute plein de choses aujourd'hui avec Julien Wanders, que je vous demande d'applaudir, d'accueillir ce matin. Bravo Julien, d'ores et déjà pour tout ce que tu as fait. On va rappeler quelques performances récentes de Julien. Alors, je ne vous le présente pas puisque vous le connaissez déjà tous. Hein. Donc franco-suisse, 23 ans dans quelques jours. Des records très récents qu'il faut rappeler. Alors, pour ceux qui courent, et j'imagine qu'il y en a beaucoup parmi vous qui courent, mettez ça en rapport avec vos performances à vous, c'est toujours intéressant. Record d'Europe 10 km sur route, 27 minutes 25. Ça vous parle pour ceux qui courent? C'est assez impressionnant. Record d'Europe semi-marathon il y a quelques jours sur route, 59 minutes 13. 59 minutes 13. Fouh! Et puis le dernier en date à Monaco, c'était le 8 février dernier. Record du monde de 5 km sur route en 13 minutes 29. Voilà, ça c'est rien que des performances récentes. Et Julien est au début de sa carrière, donc il y a un potentiel incroyable. Donc rien que pour ses performances, on peut encore l'applaudir, je crois, parce que c'est fantastique. Alors, on va accueillir l'équipe du podcast Dans la tête d'un coureur. Alors, si vous ne connaissez pas encore le podcast, évidemment, il faut rapidement vous abonner. C'est le premier podcast francophone qui évoque le running, la performance, la préparation, avec Guillaume et Fred qui nous rejoignent et qui vont donc rentrer dans les détails avec Julien de sa préparation, de ses entraînements, avec plusieurs thématiques intéressantes. Et puis ensuite, vous pourrez évidemment interagir également avec nous. Et puis, on vous a réservé quelques surprises dans quelques minutes également. Guillaume et Fred, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Nike Store Champs-Élysées pour une émission spéciale du podcast Dans la tête d'un coureur. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir dans l'émission l'un des athlètes les plus performants de sa génération, voire même de toutes les générations confondues. Il nous vient tout droit du Kenya, où il s'entraîne à l'année. Julien Wanders. Julien, comment ça va? Ça va bien, merci. Et je suis aussi en compagnie de Fred, entraîneur du groupe élite au Stade Français Athlétisme. Fred, ça roule toi aussi? Bah écoute, moi ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être ici avec toi Guillaume évidemment, mais surtout, excuse-moi, avec Julien. C'est un réel plaisir et un honneur de pouvoir échanger avec un athlète aussi talentueux et aussi jeune, faut le préciser, parce que comme il a été dit, il va bientôt avoir 23 ans et ses records à son âge. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça, notamment sur notre continent. Donc voilà, un vrai plaisir. Julien, c'est vrai qu'on est absolument ravis de t'avoir dans l'émission aujourd'hui. Tu es incontestablement l'une des valeurs montantes du Fonds mondial. Tu pulvérises tous les records sur ton passage. Record du monde officiel du 5 km, record d'Europe du 10 km et aussi record du semi-marathon d'Europe que tu arraches quand même à Mofara, excusez du peu. On te voit aussi l'été sur piste, notamment sur le circuit Diamond League. Quelquefois, on te voit sur cross-country et je crois d'ailleurs que tu vas bientôt revenir sur le cross. Du coup, avec cette polyvalence, quand on te demande c'est quoi ta spécialité, qu'est-ce que tu réponds? J'aime bien changer. Bah, je J'aime pas. Ça m'irait pas de faire que de la piste, ça m'irait pas de faire que de la route pour le moment. Donc voilà, pour l'instant, ça me va de faire 6 mois de piste, 6 mois de route. Comme je l'ai dit, j'aimerais bien revenir au cross, justement pour éviter de tomber dans une routine. Je pense que c'est important aussi, surtout si je veux avoir une carrière longue. Et t'as pas de préférence quand même? Un petit peu la route versus la piste? Il n'y a pas quelque chose qui te suscite plus d'adrénaline en toi quand tu es sur la ligne de départ? Pour l'instant, j'ai des meilleures performances sur la route, donc évidemment que je prends un peu plus de plaisir, mais je suis sûr que quand je débloquerai ça sur la piste, j'y prendrai autant de plaisir. Julien, moi, alors Guillaume et Gilbert ont rappelé tes exceptionnelles performances. Là, en un mois et demi, tu as battu 3 records européens et mondiaux. Moi, j'ai eu la chance, comme un certain nombre de personnes, peut-être certainement ici, de vivre le record d'Europe à Houille. C'est vraiment très intense parce que tu étais déjà venu l'an dernier, on avait vu ce que tu avais fait et on était un peu convaincus et on espérait au fond de nous-mêmes que tu fasses un gros chrono. Donc il y avait beaucoup de tension, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion autour de cette course-là. Et une fois que la ligne d'arrivée a été franchie, ça a été vraiment une explosion.
Donc pour moi, sur les trois records qui ont été énoncés, c'est le plus marquant, évidemment parce que je l'ai vécu et qu'en plus ça avait lieu en France, donc j'étais très content. Mais toi, par rapport à ces différents temps que tu as réalisés, est-ce qu'il y en a un qui t'a le plus marqué ou tu considères comme étant plus significatif que les autres? Ouais, comme tu l'as dit, celui à Houille, c'était pour moi aussi, je l'ai vécu comme le plus marquant parce que évidemment, en France, c'est une ambiance encore plus spéciale qu'à Rack où c'est vraiment que pour la performance, il n'y a pas de public. Donc c'est quelque chose auquel j'accorde de l'importance de partager aussi avec le public. Et d'autant que ce record, je l'ai fait presque tout seul, donc du début à la fin. Pour moi, c'était presque ma plus grosse perf, même si au niveau chrono, je pense que le semi-marathon, c'est un chrono encore supérieur. Mais je pense qu'au niveau de l'effort et du type de performance, vraiment, oui, c'est celui qui m'a marqué le plus. Et pour toi, le 10 km, c'est par rapport au... Est-ce que c'est pas la course la plus dure? Tu sais, il y a de l'endurance, ça va quand même très très vite. Est-ce que pour toi, c'est pareil ou tu as quand même une course que tu trouves vraiment ou que tu appréhendes un peu plus? Non, pour moi, le 10 km, c'est presque plus facile parce qu'on se pose encore moins de questions. On y va à bloc et puis on finit à bloc et voilà, c'est tout. Et est-ce que toi aussi, au 7e, au 8e kilomètre, tu vois ta mort défiler devant tes yeux ou toi, tu es toujours à bloc? Ça dépend des courses. Il y a des courses, je suis bien jusqu'au bout. Il y a des courses, comme à Houille, j'étais pas forcément au top. À 7 kills, ça brûle et voilà, faut y aller, faut se dépouiller. Ouais, c'est ça. Et du coup, le fait, je reviens très rapidement sur le record européen sur SMI, le fait de prendre un record à Mo Farah qui fait partie des stars et légendes actuelles de l'athlétisme mondial, est-ce que ça a un impact supplémentaire sur le temps que tu fais ou finalement, que ce soit Mo Farah ou un autre, ou ça aurait été Julien Lyon qui aurait eu ce record, ça aurait été pareil pour toi? Non, c'est sûr, Mo Farah, quand on sait que c'est une légende, il a gagné plein de titres olympiques, mondiaux, donc c'est quelque chose un peu spécial, c'est clair. Et après, moi, c'était toujours à 1 minute du record du monde, donc au final, c'est quand même, c'est pas si bien que ça, quoi. Donc, non, mais c'est sûr que pour moi, c'est un honneur de me dire que voilà, je suis meilleur actuellement que Mo Farah en termes de chrono sur semi. Comme tu me l'as dit, je crois qu'il va essayer de le reprendre demain, donc on verra. Ouais, Fred, t'étais d'ailleurs, il faut savoir que Fred rentre d'Éthiopie, il est arrivé hier, et il était en stage d'entraînement avec notamment Mo Farah. Je crois que vous avez parlé de Julien. Alors, très, très rapidement, hein, c'était une discussion informelle, j'en ai parlé avec Julien, effectivement, je lui ai posé la question s'il entendait récupérer entre guillemets, son record d'Europe, et la réponse a été cinglante, on ne peut pas en attendre moins d'un compétiteur de son niveau. Il m'a dit je ferai 58. Donc on va voir si c'est demain à Londres ou si c'est plus tard. Mais voilà, donc ce qui laissera l'occasion à Julien de le rebattre, ce record, on espère. Ouais, moi je ferai 57. Tu sais, Julien, on aime bien dans ce podcast revenir un peu sur l'histoire de chaque athlète. On est convaincu que derrière chaque athlète, il y a une histoire passionnante. On ne devient pas champion européen, on n'accroche pas des records du monde comme ça. Il y a forcément quelque chose derrière qui t'a donné cette envie et cette passion. On va revenir un petit peu à tes débuts. Tu as commencé à quel âge, toi, à courir? J'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 6 ans. Et jusqu'à 15 ans, je faisais toutes les disciplines, donc vraiment saut en longueur, javelot, sprint. Et à 15 ans, j'ai commencé à me spécialiser demi-fond et le fond. J'aimerais bien voir Julien au javelot, ça devait être assez comique. Jeune, tu étais déjà au-dessus du lot, tu faisais vraiment la différence, tu étais déjà un cador dans les catégories jeunes, comment ça s'est passé? Non. J'étais quand même assez devant, mais j'étais pas premier. Dans mon club, on était toujours 3-4 à se batailler pour la victoire et je finissais toujours 3-4e. Ouais. Et au niveau national, j'étais plutôt autour des 15e, 20e places. D'accord. Et c'est vraiment à partir, quand je me suis concentré sur le demi-fond et le fond, vers les 15-16 ans, que j'ai commencé à faire vraiment ma place au niveau national dans ma catégorie. Et j'ai commencé à truster les places sur le podium. Mais du coup, la question que ça peut poser, c'est comment, sans être le tout meilleur chez les plus jeunes, tu as acquis, développé et finalement maintenu cette conviction que tu avais une carte à jouer vraiment au plus haut niveau. Quand tu commences et que tu n'es pas forcément devant, c'est pas forcément facile de se dire d'entrée de jeu, je vais y arriver et je vais tout cartonner. Ah non, ça vient petit à petit. On se dit pas demain je suis champion du monde ou je suis champion olympique. Voilà, moi j'avais un rêve au début, c'était d'être champion suisse. Voilà, maintenant c'est
c'est plus mon rêve. Et ouais, ensuite, la confiance vient avec les années. Et moi, ce que j'ai toujours eu, c'est la passion pour la course. Donc, j'avais vraiment envie de m'entraîner. J'ai toujours eu cette motivation. Et donc, au début, c'était plus le corps qui progressait et qui me disait « Ah, maintenant, je peux faire ça. » Et maintenant, c'est plus peut-être mon esprit qui me dit « Ah, maintenant, tu peux pousser ton corps encore plus à le faire. » Donc toi, tu es vraiment passionné de la course à pied, parce que ça peut paraître bizarre, mais on connaît des athlètes, nous, qui finalement ont perdu un peu ce côté passionnel. Ils s'entraînent parce que ils sont professionnels. Et par exemple, ils regardent même pas la course, les championnats, la télé, ils suivent pas, voilà, ça les intéresse pas forcément. Toi, tu regardes un peu, tu t'intéresses et tout? Ouais. Un peu moins maintenant que je suis au Kenya parce que ouais, j'ai pas tout le temps l'électricité, enfin des choses un peu débiles. T'as de l'eau chaude quand même, rassure-moi. Ouais, normalement j'ai de l'eau chaude. Et ouais, non, moi je suis vraiment un passionné. Je regardais toutes les Diamond League, même toutes les disciplines. Ouais. J'étais vraiment un passionné, même d'autres sports hein, aussi. Mais ouais, moi j'essaie vraiment de garder cette passion parce qu'il y a des fois à l'entraînement, c'est tellement intense, c'est dur. On en oublie un peu, on devient presque un robot. Et moi j'essaie vraiment de me rappeler que voilà, je fais ça parce que j'aime ça. Et sinon, je pense qu'on va pas très loin. Ok. Et du coup, pour revenir dans tes débuts, c'est vrai qu'on a le sentiment, quand on voit les champions, c'était linéaire en fait. Depuis tout petit, ils ont gagné même des crosses du collège et puis ils ont toujours tout gagné sur leur passage. J'aimerais bien revenir quand même sur ça, moi, sur le fait que comment tu arrives à pas, tu vois, ne serait-ce que pour aller attaquer Mo Farah. Il y a très peu de coureurs aujourd'hui qui ont cette audace, ce courage d'y aller. Toi, comment tu fais? C'est quoi les ressources que tu vas chercher pour essayer de justement de pas te mettre de limites? Bah ça, je l'ai appris au Kenya surtout. Parce qu'avant, j'avais aussi un peu cette mentalité suisse, européenne. Voilà, on est le meilleur de son pays, c'est déjà bien. Les Africains, ils sont tellement loin, c'est pas possible d'aller les chercher. Moi, j'ai été m'entraîner là-bas et j'ai vu comment ils s'entraînent. Et je me suis dit, je vais faire comme eux. Il n'y a pas de miracle. Voilà, il faut y aller, c'est s'entraîner dur. Et après, ils m'ont aussi appris que voilà, faut avoir de l'ambition. Faut aller dans une course et si tu gagnes pas, c'est pas bien quoi. Faut y aller pour la gagne. Et peu importe. Moi, je m'entraîne avec des Kenyans. Donc quand je suis dans une course, s'il y a des Kenyans, des Éthiopiens, des Ougandais, pour moi, c'est la même chose. Et j'ai juste envie d'une chose, c'est gagner et tout défoncer. On est tous sur le même pied d'égalité. Pour toi, c'est au mental et c'est à l'agnac qu'il faut aller chercher là. Il n'y a pas d'excuse en fait. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de génétique. C'est à celui qui s'entraîne le plus dur et à celui qui a le plus envie. Et tu penses que toi, c'est vraiment une de tes qualités, justement, cet état d'esprit ça paraît simple sur le papier à dire, mais la preuve, c'est que vous êtes très peu finalement à tenir ce discours. Ouais, très peu, je dirais en Europe. Au Kenya, très peu tiendraient le discours opposé. Donc c'est plutôt, plutôt la société qui a fait que la mentalité a un peu changé, quoi. Effectivement, ce que tu dis est assez important et c'est un élément qu'on retrouve avec l'ensemble des athlètes de très haut niveau. C'est-à-dire qu'ils ont fait abstraction de ce qu'on peut appeler les croyances limitantes qu'on connaît tous à d'autres niveaux. On voit son voisin qui s'entraîne tous les jours ou tous les 2 jours et on se dit bah tiens moi j'arriverai pas à faire aussi bien sur 10 km. Et à contrario, les athlètes de haut niveau tels que toi, et ce qui est intéressant avec toi c'est que c'est arrivé de manière très tôt, ils font abstraction de tout ça et finalement ils se disent s'il y a plus fort, moi je vais être encore plus fort. C'était ça la clé du départ au Kenya, c'était de se dire se confronter avec les meilleurs pour être toi-même le meilleur. C'est sûr, c'était ma philosophie. On apprend des meilleurs et j'ai beaucoup appris et maintenant voilà, petit à petit je fais ma place parmi eux et ouais c'est sûr, c'est comme ça que j'ai appris. Et du coup, tu peux nous parler un petit peu de ton mode de vie au Kenya, comment ça se passe, ça ressemble à quoi? Une journée type, tiens, une semaine type plutôt, parce que nous on est des gourmands, on aime bien les plans d'entraînement, on aime bien savoir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, comment tu t'organises ta vie là-bas? Ouais, une semaine type, j'ai normalement 3 séances un peu dures par semaine. Donc ça peut être une fois la piste, une fois un fartlek, une fois un long run, tous les 2 jours. Et les autres jours, c'est des endurances plus ou moins tranquilles à 1 heure, 50 minutes. Voilà, c'est à 3,45 au kilomètre. Voilà, juste pour préciser, une endurance tranquille pour toi, c'est quoi pour que ça nous donne un ordre d'idée. Ouais, c'est ça, c'est à peu près 16 km/h. C'est tranquille. Ouais. Facile. Et c'est vrai que tu sais, il y a
je sais pas, après, on entend aussi un peu c'est pas tout le monde tient le même discours sur aller s'entraîner en altitude comme ça à l'année. Disons que tu as fait un choix qui a été payant, hein, parce que tu l'as prouvé, hein, tu l'as prouvé très récemment encore, mais vous êtes assez rare à adopter finalement ce mode de vie, c'est-à-dire aller totalement s'installer. À ma connaissance, il y a toi et les frères Robertson. Après, tu as d'autres athlètes qui font de très longs stages en altitude, mais décider d'y vivre pleinement, c'est beaucoup plus rare. En France, on est en France, donc je vais parler, c'est un peu plus partagé les avis, et notamment lorsque tu étais parti t'installer, il y avait eu des réactions un peu mitigées sur ce choix-là, notamment du manager du demi-fond français, Philippe Dupont. À quoi tu attribues finalement cette réticence ou ces interrogations au fait de totalement changer pour atteindre le plus haut niveau? Moi, je pense que les gens ont un peu peur parce que c'est une vie complètement différente. On est aussi loin de sa famille, donc pas tout le monde est prêt à faire ce choix. Moi, j'ai eu la chance que c'est un environnement qui me convenait parfaitement. Moi, c'est ce que j'ai toujours voulu rêver de faire, c'est vraiment vivre pour la course à pied. Ensuite, j'ai trouvé, je me suis fait des amis, j'ai ma petite amie maintenant là-bas. Donc évidemment que maintenant tout est parfait pour moi là-bas, à part que ma famille est quand même loin, donc je les vois de temps en temps. Mais je pense que c'est ce qui fait peur aux gens, c'est vraiment de changer totalement de mode de vie, et peut-être que ça leur conviendrait pas. Mais du coup, ce que tu dis, changer totalement de mode de vie, alors je vais un peu te piquer. Tu es parti au Kenya, tu t'entraînes avec les Kenyans, mais tu as gardé ton entraîneur suisse, Marco Jäger, je le prononce bien, j'espère. Hein. Pourquoi, du coup, pas avoir totalement changé et finalement avoir un entraîneur sur place? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple et aisé pour totalement vivre ton entraînement au quotidien? Non, ça n'a jamais été une option. Après, quand je suis venu les premières fois, j'ai beaucoup adapté l'entraînement parce que je voulais pas tout faire de mon côté. Donc, mon entraîneur aussi est intelligent, il m'a laissé faire, il m'a dit ok, regarde ce qu'ils font, fais ton chemin. J'avais toujours mon plan, mais si tu sens que tu veux adapter pour rejoindre des groupes, fais-le. Et voilà, petit à petit, ensuite c'est moi qui ai créé mon groupe, donc on a pu suivre mon programme. Et mon coach m'a fait progresser jusqu'à là où je suis aujourd'hui, donc je lui fais entièrement confiance, c'est celui qui me connaît le mieux et je ne vais pas changer de coach. C'est le même coach que tu as depuis tes débuts? Ouais, depuis que je me suis concentré sur le demi-fond à 15 ans, c'est ce coach. D'accord. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de ta famille, et moi je voulais revenir sur tes proches. Tu es parti à 18 ans, c'est ça? Tu vois, pour ta maman, t'es encore son bébé, quoi, à 18 ans, tu vois, t'es encore un enfant. Comment ils ont réagi, tes proches, comme ça, tes parents? Est-ce qu'ils ont accepté ton choix? Surtout que, c'est pas le football, la course à pied, tu sais que des fois il y a des questions sur la reconversion, et c'est normal, tes proches doivent s'inquiéter. Est-ce que plutôt ils étaient enthousiastes et ils t'ont fait 100% confiance, on sait que tu vas réussir, ou tu as eu quand même un petit peu de réticence? Comment ça a été perçu de tes amis, tes proches? Non, là encore, ça a pris du temps. À 18 ans, j'ai eu la chance, je m'étais déjà qualifié pour le championnat du monde junior, donc j'avais déjà prouvé un petit peu que je pouvais faire quelque chose de pas trop mal. Et ensuite voilà, j'ai dit à mes parents, je veux aller en stage au Kenya. Donc j'ai été 1 mois. L'année d'après, je suis allé 2 mois, 3 mois. L'année d'après, j'ai posé mes valises et donc ça a mis un peu de temps à accepter parce qu'évidemment, qu'est-ce que je vais faire au Kenya? Je suis loin. Et voilà, mais finalement, j'ai eu la chance, ils ont vraiment été compréhensibles et ils ont vraiment accepté mon choix et maintenant ils me soutiennent à 100%. Et ils viennent te voir un peu là-bas ou Ouais, ils viennent chaque année, une fois ou deux quand ils ont le temps. Et ils adorent l'endroit, quoi. Ouais, mais c'est pas un choix facile. Hein. Nous-mêmes, quand on s'entraîne 2-3 fois par semaine, on a du mal à l'expliquer à nos collègues de travail, à nos amis qui comprennent pas, tu vois, pourquoi on s'entraîne. Donc là, je me dis partir comme ça à l'autre bout du monde, t'entraîner et avoir presque même une vie de moine. Et d'ailleurs, je me demandais, t'es quand même assez jeune, des fois t'as pas un peu lassitude à orienter toute ta vie autour de la course à pied? Y a pas des fois où t'as envie de te faire un ciné avec des potes, de faire un fast-food, aller en boîte, tu vois, t'es jeune encore, t'as 22 ans, tout ça, ça te manque pas? Non. Moi, j'ai jamais été un fan d'aller en boîte et de danser, faire la fête. C'est pas mon truc et voilà, j'ai une vie de moine, mais je profite quand même. De temps en temps, je vais manger un bon resto. Ouais, j'ai quand même c'est une vie que j'aime. C'est pas non plus, c'est pas des compromis juste pour la course. C'est vraiment, j'essaie
de profiter aussi. Et du coup, toi, tu te vois rester là-bas après, même, tu vois, j'ai l'impression que t'es fiancé, je crois, aussi avec une Kenyane. Tu te vois vraiment rester là-bas, ou même en dehors de la course à pied, c'est un pays que tu affectionnes beaucoup si on sort du strict cadre de la course? Ouais, comme je l'ai dit, au début, j'étais venu que pour la course, et après, j'ai vraiment adoré la vie. Donc tu te vois vivre donc, là-bas, élever tes enfants là-bas? Ouais, c'est possible. C'est une vie calme, sans stress, et je préfère que la ville. Ok. Et justement, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner? Je pense qu'il y en a peut-être dans la salle ici qui vont courir le semi-marathon demain. Quels conseils tu pourrais leur donner pour pas se mettre de limites, pour pas se mettre de barrières et pour réussir leur course de demain ou leur prochaine échéance? On t'écoute attentivement. Hein. On veut le secret. Moi, mon conseil, c'est toujours courir au feeling. Donc voilà, c'est écouter ses sensations pendant la course. Pas avoir peur de partir trop vite. Bon, faut pas non plus exagérer, mais faut pas être trop cadré, quoi. Faut vraiment laisser un peu être un peu fou, quoi. Je pense que ça aide. En tout cas pour moi, ça m'aide dans la course. Donc faut partir pleine balle, c'est ça que tu nous dis? Non, justement, comme j'ai dit, surtout si on n'est pas trop entraîné, faut pas non plus pousser la chose au maximum, quoi. Mais non, après, moi je suis pas trop pour regarder la montre, regarder l'allure à chaque kilomètre. Je pense que c'est mieux de vraiment écouter ses sensations. D'accord. Et mentalement, est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu as une discipline particulière que tu appliques? Est-ce que c'est quoi les exigences que tu t'imposes? Moi, j'ai commencé la sophrologie il y a 2-3 ans. Donc, c'est en grande partie de la méditation. Et ça m'a vraiment aidé aussi à aborder les courses sans pression et justement à pas me mettre de limites encore moins. Ouais. Donc c'est quelque chose que je fais tous les jours. Donc tu pratiques la méditation et tout? Ouais, je pratique. Et je m'y suis mis moi aussi, parce que je suis un peu hyperactif, tu vois. Ouais. Et Fred, il m'y a mis. On a conseillé à Guillaume de s'y mettre, hein, et je ne suis pas le seul, je crois. Mais du coup, c'est très intéressant ce que tu nous dis, qu'au-delà de la course elle-même et de l'entraînement pur et dur, c'est-à-dire aller faire les sorties cool à 3,45 au kilo, si j'ai compris, ou les plus durs, je veux même pas entendre les chronos. Quelle importance, toi, tu accordes à ce qu'on appelle l'entraînement invisible, finalement? C'est la diététique, la récup, dont je pense que la sophrologie, tu l'intègres dedans, voire l'équipement. Quelle place, pour toi, ça a dans tout le processus d'entraînement? Ça a une place très importante. Je pense que c'est ce qui fait la différence aussi. Une autre différence qui fait entre les Kenyans et les Européens, c'est que notamment la récup. En fait, c'est qu'entre les entraînements, on fait rien. on se repose, on dort, on fait des siestes, on mange beaucoup. Donc voilà, ça c'est primordial parce que si on récupère pas entre un entraînement, on peut pas aborder le deuxième en étant frais. Et ça, c'est au bout d'une semaine, on est KO, quoi. Donc ça c'est important. Et puis la nutrition aussi, c'est quelque chose qu'on néglige souvent, mais je pense que c'est important pour éviter les blessures. Et tu es accompagné, toi, aussi bien sur le plan mental, ou tu es un nutritionniste, un plan, ou comment tu t'organises? Ouais, sur le plan mental, je suis accompagné. J'ai un nutritionniste qui me suit. J'ai pas de plan, ce que je dois manger, mais qui me donne des conseils. Et j'ai tout un staff autour de moi, donc je suis pas ici au hasard. Ouais. Ça représente combien de personnes un peu qui bossent à tes côtés sur tes performances? Entre les... je sais pas, une dizaine de personnes peut-être. Ouais, c'est un vrai staff. Ouais. Et en parlant diététique, le fameux ugali kényan, c'est vraiment le secret de la réussite ou pas? C'est une partie. Comme je l'ai dit, c'est plusieurs pièces du puzzle qui font que tout marche. Et voilà, c'est très riche en hydrates de carbone. Ça remplit bien. Il y a du fer aussi, donc au niveau nutritionnel, c'est assez bien. Ouais. Et sur la récup, c'est vrai qu'on parle pas tout le temps de la récup. T'as des routines aussi particulières? Je fais des massages 3-4 fois par semaine. Les siestes, ça c'est le plus important. Tu dors combien d'heures par jour? Beaucoup, peut-être 9 heures par nuit et puis encore 2-3 heures la journée. Ouais. Ça me rappelle, parce que j'avais lu une interview de Florence Kiplagat, qui est une grande marathonienne kenyane, qui disait qu'elle dormait 16 heures par jour en période d'entraînement. Donc tu confirmes que, comme tout le monde le sait, mais le néglige souvent,
le sommeil est le principal vecteur de récupération, accompagné du reste. Ouais. Si on parle de tous les facteurs un peu qui jouent dans tes performances, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'entraînement. Pour toi, tout ce hors entraînement, il est capital, il est vraiment important, ou c'est vraiment si tu le fais quand tu as du temps? Pour toi, ça a vraiment un rôle dans tes performances, tous ces facteurs annexes, tout ce qui est hors entraînement? Ouais. Après, c'est tous des détails, mais au final, si on les assemble, comme j'ai dit, c'est énorme. Ouais. Et en parlant justement alors pas forcément de détails, mais de compléments d'entraînement, il y a un élément qu'on n'a pas abordé, c'est celui de l'équipement. Parce qu'on a vu, si on prend tes performances, tu les as toutes réalisées, notamment avec la fameuse Vaporfly 4%. Le record, je dirais les records du monde du marathon, c'est-à-dire officieux sur la piste à Monza et officiels à Berlin, ont été également battus avec cette chaussure-là. Il y a beaucoup d'échanges qui se font autour de ce que peut apporter l'équipement en course à pied, contrairement à d'autres sports. Toi, tu en penses quoi finalement? C'est sûr que c'est des chaussures, c'est top. Et voilà, il y a une évolution aussi de ce côté-là. Et je pense que tout le monde suit un peu l'évolution. Et voilà, on voit que les performances progressent. Voilà, on ne peut pas tout donner à la chaussure. Je ne sais pas à combien de pourcentage ça aide ou pas. Est-ce que c'est aussi beaucoup dans la tête? Moi, je pense aussi qu'il y a une grande partie dans la tête. Mais voilà, ça fait partie du truc. Et moi, la question que je me pose, c'est tu t'es adapté facilement à cette chaussure? Parce que je ne l'ai pas encore essayé. Et toi, tu l'as mise, tu as eu une adaptation, ou tout de suite tu l'as bien appréhendé? Non, j'ai pas eu vraiment de temps d'adaptation. Moi, je m'habitue très vite aux chaussures. J'essaye 1 ou 2 séances et puis après, je suis prêt. Tu entraînes avec eux pour les compétitions ou tu l'utilises aussi pour tes séances? Ouais, je les utilise pour les séances spécifiques et pour les compétitions. D'accord. Justement, en parlant de marathon, tu nous donnes de l'espoir, parce que c'est vrai que alors ça revient, il y a un dynamisme qui se crée, notamment, on l'a vu avec Nicolas Navarro, Benjamin Choquer, un petit peu la nouvelle vague française, mais c'est vrai qu'au niveau international, c'est quand même assez compliqué. Toi, le marathon, je sais pas, ça pourrait faire rêver, non, de voir Julien sur marathon? Ça ferait rêver, surtout qu'on a encore un peu de temps pour toi. On va te laisser un petit délai, mais vu qu'il y a les JO 2024 à Paris, est-ce qu'on peut, on va dire, espérer, en tout cas, s'attendre à te voir fouler le macadam parisien sur cette distance-là, ou ça sera avant, ou ça sera après? T'as une sorte de plan dans la tête par rapport à ça? Oui. Non, c'est sûr. C'est quasiment sûr qu'à Paris, je serai sur marathon. Après... Quand est-ce que je commence mon premier marathon? Ça, c'est encore à décider. Moi, je suis prêt dès maintenant. Mais qu'est-ce qui te freine? C'est la piste. J'ai envie de prouver encore que je peux faire pas mal de choses sur la piste. Et voilà, je veux pas trop m'éparpiller non plus. Marathon, cross, piste, c'est un peu trop de... J'aime bien changer, mais là, c'est un peu trop extrême. Donc j'attends encore après Tokyo. Pourquoi pas en 2021? 2021, pour toi, ça pourrait être le bon timing? Ouais. Et est-ce que c'est une distance que tu appréhendes? Est-ce que c'est une distance qui peut te faire peur ou pas du tout? Non. Moi, j'ai vraiment... je me réjouis. Mais j'ai pas peur. T'as hâte, on te sent impatient. Ouais. Après, peut-être que je vais le regretter. Mais j'ai pas peur. Et pour toi, c'est quoi les qualités d'un bon marathonien? Parce que c'est quand même une course de fond par excellence. On l'a vu, pas tous les... tu vois, même récemment sur Mo Farah, quand il est arrivé sur marathon, même s'il a fait quand même 2h08, je crois, de mémoire, ce qui est exceptionnel, mais c'était pas à la hauteur de performance qu'il pouvait faire sur 10 km. Pour toi, est-ce qu'il y a vraiment des différences entre le marathon? Est-ce que tu as déjà une idée sur ça? Je pense qu'il y a beaucoup de, comme tu l'as dit, même de semi-marathoniens qui passent pas sur marathon. Parce que je pense qu'au semi-marathon, on peut, entre guillemets, pas tricher sur l'entraînement, mais faire assez peu de kilomètres et arriver à une bonne performance juste avec pas mal de qualité. Je pense que c'est ce que Mo Farah faisait. Ouais. Mais après, voilà, il a vu qu'il faut quand même enchaîner les kills et pas des kills tranquilles, vraiment à une bonne vitesse. Et ça, c'est quelque chose que je fais déjà pas mal. Je suis pas loin des 200 km par semaine. Donc, voilà, on a déjà anticipé un peu le passage sur marathon. Oui, c'est-à-dire que d'ores et déjà, même si le passage n'est pas prévu pour l'année qui arrive, c'est-à-dire en tout cas pas avant Tokyo, l'entraînement intègre déjà cette perspective qu'un jour tu seras sur marathon, notamment avec le volume.
Ouais, c'est un volume peu commun, on va dire, pour un coureur de 5000, 10 000. Et c'est aussi ce qui m'a fait progresser aussi vite sur les longues distances. Toi, tu penses que le volume, il a un impact vraiment sur les performances? Il est capital, il est primordial? Évidemment, c'est du volume, mais c'est pas du volume, comme je l'ai dit, à 2 à l'heure, quoi. C'est vraiment du volume de qualité. Je te pose la question, c'est pas anodin. Je sais pas si tu as suivi un petit peu récemment, on a vu dans la presse Hassan Chadi notamment, qui a révélé son plan d'entraînement. Je sais pas si tu as pu tomber sur ça. Et on voit, alors je vais pas trop parler, je vais laisser peut-être Fred, parce que c'est toi l'expert, tu vois, du plan d'entraînement. On va dire qu'il a un programme qui est assez différenciant. Oui, qui est assez surprenant parce que bon, je ne sais pas combien de personnes l'ont consulté, ça a été rendu public. On s'interroge, hein, moi en tant qu'entraîneur, je m'interroge concrètement si ce qui est diffusé est la réalité. Parce qu'en gros, c'est des moyennes de 215 km par semaine avec un pic à 130, 150 et une plus longue sortie longue à 25 km. Est-ce que toi, ça t'inspire quoi quand on te dit qu'on fait 2h09 avec un tel kilométrage? Il a beaucoup de talent. Non, moi je connais un peu Hassan, c'est un très bon gars. Et pour moi, son entraînement, c'est vraiment pas ce que je ferais. Non, mais après, voilà, chacun a sa personnalité. Peut-être qu'il n'est pas prêt à s'investir autant. Je connais pas assez pour juger, je connais pas assez son entraîneur. Ils ont leur philosophie, mais pour moi, ma philosophie, c'est voilà, faire 2h09 en faisant aussi peu de kilomètres, c'est incroyable. Mais ça reste, tu vois, parce qu'il y a finalement, et ça on a l'occasion aussi d'en échanger avec Fred, c'est qu'il n'y a pas de certitude dans les plans d'entraînement. On nous revendique beaucoup de vérité, mais finalement on n'a pas encore beaucoup de connaissances sur le corps humain et sur le métabolisme, comment il peut réagir. Et là, au moins ça suscite un débat, c'est que tu as un discours d'une personne qui t'explique qu'il peut faire des grosses performances sans forcément gros volume. Donc à voir, à suivre après si c'est imité et si d'autres personnes y arrivent à réitérer cet exploit. En tout cas, toi, on est sûr que tu feras pas aussi peu de kilométrage pour tes marathons, alors? Non, ma plus petite semaine en ce moment, c'est 140, donc c'est pas trop ma philosophie. On aime bien, tu sais, poser des questions un peu récurrentes. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe ou des phrases ou des choses que tu aimes bien te rappeler pour te motiver dans ton quotidien, des choses un peu, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Une citation favorite? Si on est très citation, nous. Le travailleur bat le talent quand le talent ne travaille pas. Intéressant. on va la garder en punchline, celle-là. Si tu pouvais revenir, d'habitude je dis 20 ans parce que j'ai des gens plus âgés, mais toi tu es assez jeune, mais si tu pouvais revenir 10 ans en arrière, quel conseil tu donnerais au petit Julien de 12-13 ans? Pas être trop pressé, pas vouloir les choses trop vite. On a le temps, quoi. Ouais. L'impatience, t'avais tendance à être impatient quand t'étais petit, c'est ça? Ouais, j'étais vraiment impatient. Trop. Et là, t'as calmé, maintenant t'es beaucoup plus... Un peu, mais toujours en moi. Ok. Fred, tu vas rajouter quelque chose avant de passer aux questions du public? La question, pour un peu en prolongement de ce que je viens de dire, est-ce que tu te conseillerais dans un voyage dans le temps de partir plus tôt au Kenya ou partir plus tard, ou finalement tu étais parti au bon moment? Ouais, je pense que encore plus tôt ça aurait été bien, mais pas beaucoup plus tôt, parce qu'après je pense que j'étais à une période où j'avais quand même assez d'entraînement déjà, de charge d'entraînement pour entre guillemets survivre. 2-3 ans plus tôt, j'étais à 5-6 entraînements par semaine, donc ça vaut pas la peine, j'étais pas à haut niveau. Ouais. Et les prochaines courses alors, on te verra où maintenant? Maintenant c'est sur la piste, donc plus de courses sur route pour moi avant l'automne. Ouais. Voilà, le prochain gros objectif c'est Doha sur 5000 et 10 000 mètres. Ouais, donc des titres mondiaux maintenant, c'est ça la prochaine next step? Ouais, maintenant il faut des titres, j'ai les records maintenant. Ouais. Enfin, j'ai des records, maintenant il faut et des toujours titres. aucune limite. Je pense que tu vises la médaille d'or, toi. Tu veux pas la médaille d'argent ou de bronze. Ouais, je veux pas paraître orgueilleux, mais voilà, pour moi dans une course je vise la gagne. Après voilà, tout est possible. Ok, super. Merci beaucoup Guillaume et Fred, et merci Julien.
Voilà, vous retrouverez évidemment le podcast en ligne dans la tête d'un coureur, podcast que vous retrouvez également. C'est tous les 15 jours ou toutes les semaines, hein? Ouais, Ça dépend de votre fréquence. C'est ça, ouais. Bon. Là, on est en mars, comme il y a le marathon, on a mis un peu plus de contenu, mais normalement, c'est premier et 15 de chaque mois. Alors Julien, je vais rajouter 2-3 questions qui ont été posées par les internautes par l'intermédiaire de Nike.com. Tu parlais tout à l'heure de sensations. Alors est-ce que tu cours avec une montre ou est-ce que tu cours sans montre? À l'entraînement, je cours avec une montre. Et en compétition, sans. Ça veut dire que sans montre, tu arrives à connaître tes allures et à savoir où tu en es sans problème. Juste aux sensations. Plus ou moins, parce que voilà, je suis toujours à la limite, quoi. Donc, ouais, je connais assez bien mon corps. Et alors, quel serait ton conseil pour les coureurs du dimanche, quoi, comme nous? Montre ou pas montre? L'entraînement, quand même, c'est utile pour gérer ses allures, mais il ne faut pas devenir fou avec ça, quoi. Faut pas non plus que ça nous contrôle. Et pour les compétitions, au choix de chacun. Moi, je conseillerais 100 et vraiment essayer d'écouter son corps au maximum. Voilà, c'était une question d'Hamza sur les montres. Une question de Samy qui lui dit, selon toi, un marathon en moins de 2 heures, c'est pour quand? Il faut me laisser un peu de temps. Bravo. Une autre question d'Hugo. Est-ce que tu fais des séances de musculation? Et si oui, lesquelles? Oui, je fais. Avec les poids, je fais surtout de la force max. Donc voilà, peu de répétitions avec du assez lourd. Et puis sinon, presque tous les jours, un peu de renforcement musculaire sans poids, juste poids du corps et gainage. Tous les jours? Quasiment, mais ça peut être que 20 minutes après une séance. Ouais. Et c'est une contrainte, ça, ou tu le fais avec plaisir? Parce qu'en général, les coureurs, ils sont pas trop fans. Non, moi j'aime bien, ça varie un peu l'entraînement, donc c'est cool. Et une dernière question plus personnelle. Pourquoi la Suisse et pas la France? J'ai toujours vécu en Suisse. Je suis né à Genève, j'ai toujours vécu à Genève. Je suis venu en France parce que voilà, il y avait une grosse concurrence sur le cross, je voulais me tester. Et ma mère est française, donc j'ai la nationalité française, mais le choix a été vite fait. Bon, tant pis pour nous alors. Julien Wanders, merci beaucoup, merci encore et bravo.